mémoire. Oui. Dans la première partie d'introduction, je vois que tu as complété. Au Oui. moins, laisse-moi voir comme principe général ce que tu as écrit. OK. Et puis, j'ai parlé de l'entreprise rentable d'une façon générale. Le bénéfice généré au participe, pas au infinitif. L'entreprise est grande. Et ça, ici, tu peux, quand tu écris, écrire dans des phrases plus courtes, des D'accord. propositions plus courtes, Je vais ajouter des ponctuations, monsieur. Je vais ajouter des des ponctuations. ponctuations. Et ça, ici, tu as encore des choses à écrire. Essaye de formuler des phrases plus courtes, plus exactes, parce que tu veux introduire beaucoup des idées dans une seule phrase. D'accord, monsieur. C'est noté. OK. Donc ici, tu as laissé le compte résultat. Est-ce que tu as introduit quelque chose concernant le bilan? Pas encore. Ah, pas encore, monsieur. OK. Et ici, qu'est-ce que c'est ça? Ah, C'est- dans cette position, structure du cours de base du papier comprend. OK. OK. Mais bon, je pense que tu mets ici une ligne ou quelque chose, oui, au début, pour D'accord, monsieur. avoir une liste, oui. D'accord, monsieur. Comme ça, je pense. Bon, tu les arranges, mais tu vois. Oui, d'accord. Littérature de spécialité. J'ai écrit une petite introduction dans la littérature de spécialité. Donc, le but de base de l'entreprise, c'est de créer de la valeur ajoutée, en particulier des bénéfices. Nous avons discuté ça la fois hier. Et la maximisation du rapport entre les ressources et les bénéfices sont la maximisation de je crois que tu veux dire, du Oui. rapport entre les ressources et les bénéfices, entre les bénéfices et les ressources. Oui, sont les bases quel est le sujet de cette proposition? Je crois que tu peux mettre un point ici et tu continues la maximisation du rapport entre les bénéfices et les ressources et la base pour la soutenabilité de l'entreprise pour des, pour des, pour des différents groupes, ainsi que des expérimations. Ici, c'est S ou c'est en T. Oui, oui, je crois que c'était. De ce rendement sont relevantes. Ici, encore une fois, je ne sais pas si la phrase est bien formulée, ainsi que des exprimations de ce rendement sont relevantes. Bon, ok. Dans ce qui suit, virgule, on va présenter la rentabilité économique et financière
des ratios classiques pour évaluer le rendement de l'utilisation des ressources de l'entreprise. Ok, d'accord. Le résultat net, c'est le profit ou la paire inscrit par l'entreprise du fait de la composition de ses activités. Ici, qu'est-ce que tu veux dire? Inscrit par l'entreprise du fait de la composition de ses activités. Je ne sais pas ce que tu veux dire par cela. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui. Je veux dire que le profit et la perte, c'est toute entreprise peut le générer. Ça veut dire, Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire du fait de la composition de ses activités? Ça, je ne comprends pas. Du fait de la composition de ses activités. Il ne réclame pas de traitement, il ne réclame pas de traitement et prend en considération l'ensemble des produits et des charges de l'entreprise, bien qu'il fasse généralement l'outil des manipulations, pas forcément illégales, d'accord. Par exemple, maximiser la fiscalité de l'entreprise, de plus stimuler un résultat troublant. Donc, il ne réclame pas de traitement. Ici, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire. Prendre en considération l'ensemble des produits et des charges de l'entreprise, d'accord. Bien qu'il fasse généralement l'utile des manipulations, ça c'est vrai aussi. L'exemple, par exemple, maximiser la fiscalité de l'entreprise, de plus stimuler un résultat troublant. Ici, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Maximiser la fiscalité, parce que là, je comprends maximiser la valeur de l'impôt que l'entreprise paye. Qu'est-ce que tu veux dire? Maximiser la fiscalité de l'entreprise, c'est peut-être de que plus j'ai mal stimuler un résultat troublant. En général, quand on parle des manipulations faites en ce qui concerne la valeur du résultat, bénéfice ou perte, en matière de fiscalité, on peut parler des choses que l'entreprise fait qui ne sont pas, comme tu as très bien dit, qui ne sont pas forcément illégales. Comme je ne sais pas, par exemple, essayer de réduire la durée d'amortissement, et tu connais ce que ça signifie très bien parce que tu as planifié, tu as réalisé des graphiques d'amortissement au management des investissements, ou pardon, au management du PME. Donc, tu as vu qu'il y a des choix en ce qui concerne la durée d'amortissement pour plus ou moins chaque actif amortisable. Et en choisissant une durée plus courte, plus réduite, ça implique automatiquement une augmentation de la valeur de la charge avec l'amortissement par 1. D'accord? D'accord. Donc, en faisant ça, ce qui n'est pas illégal, tu augmentes les charges avec l'amortissement, ce qui réduit la base pour l'impôt sur le bénéfice, donc ce qui réduit la valeur de l'impôt sur le bénéfice pour les premières années, évidemment. Une fois que les durées d'amortissement se finissent, bien sûr que les charges avec l'amortissement se réduisent et comme ça, la base pour l'impôt augmente. Mais tu préfères de ne payer pas l'impôt au présent ou dans les 2, 3 années suivantes et tu laisses l'impôt pour plus tard. Ce qui, du point de vue de l'actualisation, c'est une gagne pour toi. Donc, c'est une possibilité de réduire la fiscalité à court terme. Oui. Ou peut-être prévoir des provisions. C'est le même effet. Donc, il y a des instruments, je ne sais pas, des méthodes comptables comme ça que tu peux utiliser qui ne sont, comme tu dis, qui ne sont pas forcément illégales, qui te permettent de peut-être minimiser la fiscalité de l'entreprise. Mais de ton exprimation, je ne comprends pas ça. Donc, si tu peux revoir l'exprimation. Compte tenu du but convoqué, je ne sais pas pourquoi tu écris avec
une lettre majuscule. Il est raisonnable de mesurer la rentabilité du groupe de travail de l'entreprise. Quoi? De mesurer la rentabilité du groupe de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est raisonnable, donc, compte tenu du but convoqué. Quel but? Quel but plus exactement? Il est Ça veut dire, raisonnable de mesurer la rentabilité du groupe de travail. Quoi? Quel groupe de travail? le groupe, ça veut dire les personnels. Qu'est-ce que- Tu veux dire mesurer la rentabilité du personnel? Oui, Non, non, ça disparaît. d'accord. Ici, je ne vois pas la liaison entre cette partie et cette partie avec le résultat. Donc, Alors, je ne comprends pas pourquoi tu as écrit cette partie. je Ça vais, ne je semble vais, pas avoir une relevance pour notre sujet. Je ne je sais pas. vais, je vais l'éliminer. OK. Bon, ici, les espaces, encore une fois, s'il te plaît, élimine, Oui, donc oui, oui. respecte le format imposé. Bien sûr, bien sûr. Pour la rentabilité économique, qu'est-ce que tu as changé pour ne revoir pas tout? Alors, j'ai reformulé juste la première paragraphe parce que vous m'avez dit que c'est pas très cohérent. Par exemple, OK. Cette partie, c'est bon. Le profit est égal à la quantité de biens produits par l'entreprise multiplié par le prix des biens que... Quoi? Ahmed, qu'est-ce que tu écris ici? Le profit est égal à la quantité de biens produits multiplié par le prix? Non, c'est le chiffre d'affaires peut-être. oui, Le profit, comme tu sais très bien, c'est la différence entre les produits et les charges, les revenus et les charges. Si tu veux continuer et expliquer que les revenus sont euh, marqués par les revenus des ventes, donc le chiffre d'affaires, et que le chiffre d'affaires, bon, peut être vu comme le produit entre la quantité vendue et les prix de vente. Ok, tu peux faire cette décomposition si tu veux. Tu as besoin de la faire. d'accord. Les capitaux investis répondent, mais ok, les capitaux investis répondent à l'immobilisation brute plus les besoins en fonds de roulement. Je l'ai laissé comme hier. Ok, bon, bon. Là, vous pouvez descendre pour voir. Plusieurs, plusieurs résultats peuvent être utilisés pour analyser la performance de l'entreprise. Indicateur, d'accord. Et ici, ce sont les catégories. Est-ce que tu as changé ici la partie avec l'autofinancement? Oui, monsieur, vous Le pourriez descendre. potentiel d'autofinancement, introduire le plus, oui, mais non, non, non. Pardon? Donc, la troisième catégorie représente le potentiel d'autofinancement de l'entreprise. Dans cette catégorie, tu as la capacité d'autofinancement, l'autofinancement net et le flux net de trésorerie. Non, qu'est-ce que c'est? Non, les indicateurs de profitabilité, tu les as présentés, je pense, ici. Oui, Donc ici, tu supprimes ça. La troisième catégorie comprend la capacité d'autofinancement, l'autofinancement net, le flux net de trésorerie. En général, virgule, la rentabilité économique se propose d'évaluer le rendement de toutes les sources de financement mobilisées par l'entreprise et il y a plusieurs formulations pour exprimer la rentabilité économique. OK. La rentabilité économique caractérise le rendement. Mais tu répètes la même chose ici. Donc, ce paragraphe dit la même chose que celui-ci. je vais l'éliminer. Les formes les plus populaires sont les suivantes. OK, et tu présentes ici les formes d'accord. D'accord.
Aussi, j'ai ajouté le fonds de roulement propre. Je l'ai introduit dans cette partie. Monsieur, j'ai pas encore fait l'analyse des risques parce que le temps ne m'a pas Ok, suffi. Mais je vais le faire aujourd'hui, monsieur. d'accord, Ahmed. Je pense que c'est ça ce que tu as ajouté. Oui, 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 monsieur. Ok, ici, ça c'est la partie de base de ton sous-chapitre rentabilité économique. Donc, tu dois développer ça. Tu dois décider toi-même si tu veux. Tu peux faire des sous-chapitres. Je ne sais pas, peut-être tu as par exemple 2.1 rentabilité économique. Peut-être si tu penses, mais je veux que ça soit ta décision. Je veux voir que tu t'impliques plus dans la structure du papier. Donc, peut-être que tu fais en 2.1.1, je ne sais pas, définition, 2.1.2, forme d'exprimation, 2.1.3, méthodologie d'analyse. Et dans le 2.1.3, tu peux présenter, qui va être la partie la plus importante, je dirais, tu peux présenter dans une manière plus structurée la méthodologie. Dans une première phase, tu reviens que la forme d'exprimation, résultat de l'extraction sur actif total, c'est la forme la plus utilisée dans tout le monde. Dans le processus d'analyse, on commence par le calcul du ratio pour toute la période d'analyse. La période d'analyse peut être d'une année ou de 2, 3, 4 ou plusieurs années. Pour le calcul, l'analyse doit premièrement collecter les informations nécessaires. D'un côté, il a besoin de prendre le résultat de l'exploration du compte des résultats. De l'autre côté, il a besoin de obtenir la valeur de l'actif total du bilan comptable ou du bilan financier. Le calcul implique juste de déterminer le rapport entre les deux pour chaque un, exprimer un pourcentage. Deuxième étape, oui. La deuxième étape consiste dans l'analyse statique. Ça peut être la partie la plus importante. Ici, l'analyste doit expliquer dans son rapport d'analyse la signification, le sens des valeurs calculées pour chacun séparément. L'analyste prend la valeur de chacun et va expliquer cette valeur dans le rapport d'analyse. Comme principe général, la valeur du ratio de rentabilité économique va exprimer le nombre d'unités de résultats d'exploitation générés pendant une année en exploitant 100 unités monétaires d'actifs total. D'accord. Évidemment, ce niveau devrait être le plus élevé possible. Et comme repère général, l'analyse va prendre en considération. Et tu présentes la liste que je t'ai écrite dans la partie pratique et que tu connais. Oui. Oui. L'objectif central va être que le niveau pour un certain an de la rentabilité économique couvre le coût moyen du capital. Et tu expliques pourquoi. Parce que
l'existence de cet actif que l'entreprise exploite pour générer le résultat de l'exploitation est financée par des sources de financement, par des passifs. Et nous avons discuté hier que ces sources de financement impliquent des coûts et tout ça. Donc, tu expliques que le rendement de l'actif doit être suffisant pour couvrir le coût du passif qui finance l'actif. Et tu prends chaque élément de la liste. Tu expliques que, bon, c'est nécessaire, comme j'ai dit, de couvrir le coût du capital et c'est meilleur si tu restes avec un surplus. Mais en pratique, parfois, connaître le coût du capital, c'est difficile ou presque impossible. Dans ces conditions, l'analyste a comme choix de faire référence aux, disons, indicateurs suivants. Et tu présentes la liste avec l'inflation, taux d'intérêt pour les dépôts, pour les emprunts et tout ça. Et tu prends chaque élément de la liste de référence et tu expliques comment tu fais la comparaison. Pourquoi tu fais la comparaison avec le d'inflation. Tu expliques que l'inflation, c'est le phénomène de augmentation généralisée, oui, des prix dans l'économie, ce qui produit une réduction de la pouvoir d'achat. Oui. Donc, pendant une année, comme le capital du passif reste bloqué sous la forme de ton actif, évidemment, tu perds, à cause de l'inflation, tu vas perdre une partie de la pouvoir d'achat de ce capital. Oui, Et tu vas espérer que la rentabilité économique assurée va être au moins suffisante pour regagner la perte de pouvoir d'achat. Et tu continues la comparaison avec les dépôts bancaires. Donc, cette partie, c'est la partie la plus importante où tu expliques comment tu fais l'analyse. Et dans la partie pratique, tu as fait exactement ça. Tu as analysé l'entreprise exactement en passant par ces étapes. Mais ici, tu expliques du point de vue théorique les étapes. D'accord, c'est clair. Bon, cette partie, ça tient de l'analyse en dynamique. Quand tu arrives à la troisième étape, l'analyse en dynamique, tu expliques que, évidemment, il est à espérer toujours que le ratio de rentabilité économique augmente, mais évidemment, la dynamique, même si elle est positive, ça signifie évidemment un indice de croissance du ratio supérieur à 100%. C'est bien si elle est positive, la dynamique. Mais même si elle est positive ou négative, il est nécessaire de toujours comprendre les causes de cette dynamique, en particulier pour découvrir des réserves de potentiel que l'entreprise pourrait activer dans le futur. Et d'ici, tu expliques que pour l'analyse de la dynamique du ratio économique, il y a la théorie, l'analyste peut utiliser différents modèles de décomposition. Le modèle de décomposition le plus connu, c'est le modèle créé par la compagnie DuPont, qui implique ça, ça et ça. Et une fois que tu présentes ce modèle en détail, comment ça fonctionne, comment tu décomposes la rentabilité basée sur les deux facteurs, ce que chaque facteur représente, tu peux venir avec des explications. Qu'est-ce que c'est le nombre de actions de l'actif total? Qu'est-ce que c'est le ratio de la marge de l'extraction? Quelles sont les causes qui peuvent déterminer la variation du nombre d'actions de l'actif total ou du ratio de la marge de l'extraction? Donc ici, tu peux développer beaucoup. D'accord. Et à la fin, tu présentes d'autres modèles parce que je me rappelle, je ne sais pas. Je crois que tu avais au moins un autre modèle pour l'analyse de la dynamique de la souveraineté économique. Tu peux présenter si tu as trouvé d'autres modèles aussi. Sinon, tu passes à la dernière étape qui implique de proposer des mesures de correction. Qu'est-ce que tu peux. Ici, l'analyse te propose de identifier des possibles mesures pour l'augmentation du ratio de rentabilité économique dans le futur. Le modèle de décomposition qu'il utilise, disons le modèle DuPont, crée des directions. Le modèle DuPont te crée deux directions.
comment augmenter l'intérêt économique, soit en augmentant le nombre de rotations de l'actif total, soit en augmentant le ratio de la marge nette de l'exploitation. Et pour chaque une de ces directions, tu expliques comment est-ce que tu peux faire pour augmenter. Par exemple, tu expliques que pour augmenter le nombre de rotations de l'actif total, évidemment, tu peux cibler les suivants. 1. Augmenter la vitesse de rotation de l'actif immobilisé. 2. Réduire la durée de rotation des stocks, réduire la durée de rotation des créances, réduire la liquidité immédiate ou tout simplement réduire la solde des disponibilités, tout en gardant une marge de sécurité minimale pour éviter l'incapacité de paiement, la situation d'incapacité de paiement. Et tu prends chacun de ces directions. Qu'est-ce que l'entreprise pourrait en théorie faire pour augmenter la vitesse de rotation de l'actif immobilisé, c'est-à-dire augmenter le nombre de rotations de l'actif immobilisé. C'est un sujet que nous avons discuté. Qui explique ce que ça représente. Du point de vue mathématique, c'est le rapport entre le chiffre d'affaires et la valeur de l'actif immobilisé. Que ça montre la valeur de chiffre d'affaires généré pendant une année en moyenne avec chaque unité monétaire d'actifs immobilisés. Si c'est 5 rotations par an, ça signifie qu'avec chaque unité monétaire, chaque dinar, disons, actif immobilisé, l'entreprise a généré 5 unités monétaires chiffre d'affaires. Une fois que tu as expliqué ça, tu te proposes de trouver des possibles solutions pour augmenter ce nombre de rotations. Qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter? Tu expliques que premièrement, l'analyste doit identifier les facteurs limitatifs. Quelle est la limite? Quelle a été la limite pendant la dernière année d'analyse? Est-ce que la limite a été représentée par la demande? Parce que l'actif immobilisé, en principe, définit la capacité de production. Oui. Est-ce qu'il y a, premièrement, donc pour augmenter le chiffre d'affaires à une certaine valeur de l'actif immobilisé, qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, tu dois voir s'il y a encore une marge de capacité, parce que si tu es déjà un degré d'occupation de la capacité de, disons, 5%, tu ne peux pas produire plus. D'accord? Donc, c'est quelque chose à vérifier avant de proposer comme mesure de correction de augmenter les ventes et la production. Donc, si tu as encore une marge de capacité, évidemment que tu vas proposer quelque chose pour te permettre d'augmenter la production et les ventes, pour augmenter le chiffre d'affaires. Ici, il faut voir quelle est la limite. Si la capacité, comme j'ai dit, te permet d'augmenter la production, pourquoi tu n'as pas produit plus dans la dernière année? Est-ce que tu as été limité par la demande de la part du marché? Donc, tu as été capable de produire plus avec les outillages, mais tu n'as pas eu de la demande pour vendre plus et c'est à cause de ça que tu n'as pas produit plus. Si c'est ça, tu vas proposer des mesures pour augmenter la demande, pour attirer plus de la demande. Ou peut-être, tu as eu de la demande, tu as eu une marge de capacité technique, donc associée aux outillages, aux bâtiments, au terrain, ou ce que tu as là dans l'actif immobilisé, mais tu as eu un problème de capacité humaine. Ça signifie, disons, que le personnel n'a pas été suffisant, ou sa productivité n'a pas été, disons, optimale. Et tu sais très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises, on va voir si ça va se changer après cette crise avec la pandémie, mais tu sais bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très limitées à cause de la manque de personnel. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas produire plus, étant limitées par un certain volume de personnel. Bon, dans beaucoup d'entreprises, chez nous en Timișoara, il y a des grandes fluctuations de personnel, ce qui crée un problème de capacité humaine de production. Ou
à une autre limite peut être représentée par la capacité de financer le besoin en fonds de roulement. Produire et vendre plus, ça signifie travailler avec plus de stocks et de créances. Tu sais ça. Les stocks Oui, et les créances représentent les besoins de financement cyclique. Donc, pour pouvoir produire et vendre plus, tu dois travailler avec des valeurs supérieures de stock et de créances que tu dois financer. Si tu n'as pas des sources de financement disponibles, comment tu vas les financer? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une augmentation du chiffre d'affaires que tu cibles va générer une augmentation du besoin en fonds de roulement. Ce n'est pas toujours valable. Comme tu sais, il y a des entreprises qui arrivent dans la situation de générer des besoins en fonds de roulement négatifs. Et pour une telle entreprise, une augmentation du chiffre d'affaires, du volume d'activité va peut-être faire le besoin en fonds de roulement même plus négatif. Mais ce sont plutôt des exceptions. Dans la plupart des situations, l'augmentation du chiffre d'affaires va impliquer une augmentation du besoin en fonds de roulement. Ça signifie la partie des stocks et des créances qui ne peuvent pas être financées par des dettes d'exploitation à court terme. Et évidemment, pour pouvoir financer le besoin en fonds de roulement supérieur, impliqué par l'augmentation du volume de production et de vente, tu as besoin d'utiliser des sources de financement comme quoi? Soit le fonds de roulement, soit les dettes financières à court terme. Et ici aussi, tu peux parler comme ça de fonds de roulement, si tu veux traiter le sujet du fonds de roulement. OK? Tu expliques ce que le fonds d'accord, de monsieur. roulement et tout D'accord, ça. c'est clair, monsieur. Et tu continues. Donc, d'autres solutions pour augmenter le chiffre d'affaires à une certaine valeur de l'actif immobilisé. Tout simplement, augmenter le prix de vente. Oui. Oui, Même si tu es à la limite de la capacité, tu peux encore espérer de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires en augmentant les prix de vente. Il y a une heure, je discutais avec, je crois que tu vas te rappeler, Rado, nous l'avons visité oui, en oui, novembre peut-être, qui produit des portes. oui, oui, je me rappelle de lui. J'ai parlé avec eux il y a une heure. Et dans les derniers mois, pendant la pandémie, ils ont beaucoup de commandes pour des portes. Donc, vraiment beaucoup de commandes. Ils ont beaucoup à travailler. Ils travaillent, je ne sais pas, 12, 14, 16 heures par jour. Et pour ne refuser pas les clients, ce qu'ils ont fait a été, bon, d'un côté, ils ont imposé aux clients des délais pour finir les commandes de déjà 3 mois ou même plus, mais à la même fois, ils ont augmenté les prix. Et j'ai conclu avec eux que si en décembre, il avait des portes, les portes les moins chères étaient à des prix de 1600 lei. 1600 lei. Oui, Maintenant, les mêmes portes, ils les vendent pour 2500. ah, oui. Tu vois? Mhm. Donc, c'est exactement l'économie de marché, les mécanismes de marché. La demande a augmenté pour eux, la capacité est limitée, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les prix. D'accord, oui, Euh, Au même volume de production, l'augmentation des prix va générer l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas une théorie, ça se passe pour beaucoup d'entreprises. je Oui? comprends ça. Oui, oui, oui. Détaille toutes ces choses. C'est ici que tu vas utiliser maintenant tes connaissances d'économie et de D'accord, management. oui, Tu vas ensuite, bon, même toujours ici, pour le nombre de rotation de la fiche mobilisée, euh, tu cherches, l'analyse cherche s'il n'y a pas des immobilisations qui ne sont plus actives. Par exemple, l'entreprise peut détenir un outillage qu'il n'utilise plus. Il a acheté un outillage avec les mêmes fonctions, mais nouveau, avec peut-être des performances supérieures. Et l'outillage ancien, bien qu'il est en cours dans la propriété de l'entreprise et se retrouve encore dans la valeur de l'actif mobilisé, il ne produit plus du chiffre d'affaires. OK? Donc, il ne contribue plus à la génération de rentabilité
et du chiffre d'affaires, de rentabilité et finalement du résultat de l'exploitation. Donc, vraiment, son existence diminue la rentabilité moyenne. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends l'outilage. Tu proposes à l'entreprise de liquider l'outilage pour éliminer le capital, soit pour pouvoir retourner le capital à ses propriétaires pour éviter d'ici le coût du capital, soit pour réinvestir le capital dans des ressources qui peuvent générer du chiffre d'affaires et des bénéfices. De rétrotation des stocks, de rétrotation des créances. Tu prends chaque indicateur comme ça et tu proposes des mesures d'optimisation. D'accord. Toutes ces directions vont te permettre, peuvent permettre en principe l'augmentation de la rentrée économique. Ensuite, tu passes au deuxième facteur, le ratio de la marge d'exploitation. Et là, tu montres que tu vas essayer d'augmenter les prix, de réduire les coûts et tu discutes ce sujet aussi. Et en particulier, tu traites ici la problématique des économies d'échelle, où tu expliques ce que les économies d'échelle représentent et comme en augmentant le volume de production que tu as discuté pour le premier facteur nombre de rotation de l'actif total, tu peux obtenir des bénéfices en ce qui concerne la valeur des coûts, donc une réduction des coûts unitaires basée sur la dynamique des coûts moyenne unitaire fixe. OK? Et tu mets ici cette partie avec les économies d'échelle. Ok, monsieur. C'est clair. Donc, je veux voir structure, Ahmed, s'il te plaît, logique et structure. D'accord, monsieur. D'accord. OK. Qu'est-ce que je devrais regarder encore? La rentabilité financière, j'ai juste. Vous pourrez descendre. Je m'excuse. Je veux du texte après chaque formule, un petit commentaire. Revois s'il te plaît les instructions parce que ce que je me rappelle, tu dois aussi noter 1, 2, 3, 4 les formules, mais je ne suis plus sûr. Et élimine s'il te plaît les espaces, aligne le texte. D'accord. Tu as un cours de texte avec des différentes fontaines du roman 12 ici, c'est Calibri 12. Donc, ces choses doivent être corrigées. Vous avez raison. D'accord. Le modèle de décomposition du pont, ce n'est pas 2.3. Le modèle du pont fait partie de chaque des deux rentabilités. Tu présentes le modèle du pont dans le sous-chapitre pour chaque ratio de rentabilité. Parce que le modèle, tu l'utilises pour l'analyse économique et financière pour l'analyse en dynamique et pour offrir des mesures de correction. Ce n'est pas 2.3. Mais si tu veux, comme j'ai dit, tu peux faire dans le sous-chapitre de rentabilité financière aussi 2.2.1, définition, 2.2.2, forme d'expérimentation, 2.2.3, méthodologie d'analyse. Alors, monsieur, je vais continuer de corriger la partie des risques que je n'ai pas encore fait et d'écrire ce que vous m'avez dit d'écrire. S'il te plaît. Oui, je vais les terminer demain, tout ça. Je ne sais pas si tu finis demain, mais nous nous revoyons demain, mais pas à 2 parce que j'ai des examens. Oui, peut-être à... Comme vous voulez, monsieur, je suis libre toute la journée. J'ai une... comment on dit, une réunion avec mes collègues par Google Meet de 1 à 3, mais je ne crois pas que ça va concernant exactement l'organisation des licences, des présentations. Normalement, ça devrait se finir à 3, mais je suis sûr que ça va continuer un peu plus. Donc, disons à 3h30. Oui, monsieur. Donc 15h30, l'heure de la Roumanie. D'accord, monsieur. D'accord. Je vais continuer le travail et. S'il te plaît, ne fais rien d'autre que ça. Maintenant, je dirais que ça devrait être la partie la plus importante. D'accord, monsieur. D'accord, merci. Développer, de
faire un bon mémoire. D'accord, Tu merci. as passé du temps, fait un bon travail. Dis-moi juste, s'il te plaît, est-ce que tu as parlé de hier avec Karim? Est-ce que tu sais quelque chose? Oui, Karim, il passe aujourd'hui un examen, Mhm. la chaîne de logistique, et je vais lui dire de nous rejoindre demain. Ok, merci beaucoup. Oui, de rien, monsieur. Ok, Alors, monsieur, s'il vous plaît, n'oubliez enregistrement. pas. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Oui, monsieur. ok, ok. Bonne Au revoir. journée. Au Au revoir. revoir, bonne journée.